Camille Ninel a le derby dans la peau depuis près de 60 ans. Cet ancien milieu de terrain est l'un des rares rescapés de la première confrontation qui avait opposé l'Olympique lyonnais à l'AS Saint-Étienne le 28 octobre 1951 sur la pelouse de Gerland. À l'aube du 100e derby, ce Martiniquais de 83 ans a accepté de faire le déplacement jusqu'aux archives municipales de Lyon pour tourner les premières pages de l'histoire de ces rencontres si particulières. Ça fait des années. Là, il y a bon vin. Ça doit être Ferry. Là, il y a Ferry. Le Bordeaux, au fond, Julien, qui est le droit. Il doit être Ferry aussi. Là, c'est M. Huguet. International. Tu vois comment dans l'état du terrain, il y avait même des marguerites, même des chiens dents. Le derby, c'est quelque chose de magnifique. Il y avait l'esprit de corps entre Saint-Étienne et Lyon. Ben, c'est un match à part des autres. Toute l'équipe lyonnaise du reste assurée par l'enjeu du match et par la présence d'une foule nombreuse fournit une grande exhibition. Julliard par son installation de soudé, Grillon, Bonvin, et Ninel par sa souplesse et sa solidarité. J'avais la fosse. La fosse. Ben, c'est là qu'on m'a expliqué que c'était ce match. Alors il s'est mis à pleuvoir. Alors, les Lyonnais voulaient voir un Martiniquais sur le terrain gras. Hein? Et puis moi-même, je me suis dit, intérieurement, écoute-moi Camille, si tu loups ce match, tu retournes directement en Martinique. Hein? Tu vois, qu'est-ce que c'est que le football? C'est le premier ballon. Il y avait M. Veul qui était à côté de moi, un terre droit. 1-2. Passe, en retrait, but. Alors ça, c'était fini. L'histoire retiendra la victoire 4-2 de l'OL sur son voisin stéphanois et le triplé d'un Alsacien, Fritz Veul. Les premières lignes du derby auront été écrites un dimanche pluvieux d'octobre. Le derby de Rhône-Alpes a donc été lancé au milieu du XXe siècle. Il va tisser à nouveau un lien étroit entre ces deux villes séparées seulement de 58 km. Deux villes qui ont pourtant été longtemps complémentaires, notamment lorsque la rubannerie stéphanoise venait s'ajouter à la soirée lyonnaise. Deux villes qui auraient même dû être placées sous le même département de Rhône-et-Loire si la révolution de 1789 n'était pas passée par là. Au final, la seconde révolution industrielle du 19e siècle va être à l'origine de ces clichés opposant encore aujourd'hui les deux villes. Il y aura désormais dans l'esprit de tous Lyon la ville lumière et Saint-Étienne la ville minière, Lyon la bourgeoise et Saint-Étienne l'ouvrière, Lyon et ses 2000 ans d'histoire et Saint-Étienne contraint de grandir dans l'ombre de son voisin rhodanien. C'est dans ce contexte que ce match de football entre les deux clubs est devenu au fil des ans la grand-messe régionale, de quoi marquer des générations de Lyonnais et de Stéphanois. Quand on est né à Lyon ou né à Saint-Étienne, qu'on soit supporter ou pas, quand on aime le foot, voilà, début de saison, on regarde, alors c'est quand Lyon-Saint-Étienne, Saint-Étienne-Lyon, d'accord, ok, ça c'est bon, c'est calé. Et puis quand on est journaliste à Canal, on espère que Canal va le retransmettre et qu'on va pouvoir le commenter, parce que voilà, c'est un match pas tout à fait comme les autres. C'est le seul derby de France digne de ce nom. Et il vaut 1000 classicos, soi-disant, de Paris-Marseille au niveau de l'intensité, de la rivalité historique. C'est très marqué. Bon, nous, au Progrès, on a le Progrès de Saint-Étienne et le Progrès de Lyon, donc vous imaginez bien que c'est très marqué. Donc en général, très peu de Lyonnais vont voir les matchs de la SS hors derby. Et l'inverse est vrai, jamais un journaliste stéphanois ne vient à Gerland. Ça aussi, ça se fait pas. Pourtant, on est à 50 km et il y aurait peut-être des beaux matchs à voir. Non, on ne le fait pas.
même si on n'est pas intéressé au foot, il y a quelque chose. Il y a une rivalité historique également. Et tout ça, si en plus on rajoute le ballon rond, ça fait vraiment un match bouillonnant. C'est Dinalo qui dit bien les choses, qui dit un derby, ça s'explique pas, ça se vit. Mais c'est vrai qu'un derby, c'est en soi, bon, évidemment, sur le plan culturel, sur le plan de l'histoire, vos aînés vous rappellent toujours ce qui a été de bon. Là, il y a vraiment quelque chose que nous, soit les Stéphanois ou soit les Lyonnais peuvent comprendre et peuvent savoir ce que ça peut faire à l'intérieur de soi. Une ferveur exceptionnelle à tous les niveaux, que ce soit déjà entre joueurs, mais en plus je pense que c'est surtout les supporters. Il y a tout ce que tu aimes, quoi. Tout ce que tu aimes quand tu fais du sport, tout ce qui t'intéresse quand tu fais du sport, c'est-à-dire la passion, l'engouement, la pression, l'engagement, la volonté de pas perdre ce match. Avant tout, de pas perdre et de se défoncer. Faut pas perdre. Donc tu sens que c'est plus un match à 3 points, hein. C'est un match où l'honneur est en jeu, où on pose tout sur la table, il faut y aller. Hein. Il y a une histoire entre ces deux clubs, il y a une rivalité, et depuis tout temps, donc voilà, je dis toujours, il y a 36 journées de championnat et le derby. Quand on est supporter, je pense qu'on se définit en 2 parties. On est pour son équipe, et puis au fond de soi, on est aussi contre une autre équipe. Quand on est supporter lyonnais, et encore plus quand on est supporter stéphanois, on est pour Saint-Étienne, mais on est contre Lyon, voilà. Et quand on a les 2 dimensions, voilà, ça donne en plus quelque chose de plus et plus de relief à ces matchs-là, c'est évident. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'autres oppositions, je crois, en France qui génèrent ça. C'est le palio de Sienne, c'est-à-dire c'est quartier contre quartier. C'est la même ville. Et cependant, ils sont prêts à s'entretuer, quartier contre quartier. Segment de ville contre un autre segment de ville, le haut de la ville contre le bas de la ville. C'est-à-dire que la leçon anthropologique du derby, c'est que les humains, et spécialement les mâles, qui ne font qu'une partie de l'humanité, cherchent tous les prétextes du défi, en fait. Alors le défi, ils vont le trouver dans des raisons qui vont être religieuses, qui vont être politiques, qui vont être sociales, qui vont être économiques, qui vont être géographiques. C'est la Sioule, hein, c'est un village contre un autre village, c'est le principe aussi de l'activité du rugby. C'est le défi de jeunes hommes en général lancé à d'autres jeunes hommes. Mais c'est aussi, puisque nous sommes dans ce grand bassin Rhône, Saône, Loire, c'est le défi des joutes. C'est le défi de rive à rive, de riverain à riverain, ou de l'aval à l'amont, de l'amont à l'aval. C'est-à-dire qu'on va défier l'adversaire, on va le chercher sur son terrain, ou on l'attend sur le terrain propre pour lui mettre la plus grande pâtée possible. C'est-à-dire qu'on a là une donnée qui est anthropologiquement constitutive de l'espace guerrier, bien sûr, et ensuite de l'espace sportif, puisque l'espace sportif, inventé au XIXe siècle en Angleterre, a relayé en fait l'espace guerrier qui le précédait. On est bien loin pourtant de cet esprit guerrier lors des premières rencontres entre les 2 formations dans les années 50. 12 matchs seront joués au cours de cette décennie où la SSE va prendre un léger avantage au niveau des succès. Pourtant, c'est avant tout l'esprit de convivialité qui ressort de ces premiers derbys. Malgré le temps écoulé, Camille Ninel n'a rien oublié de cet avant-match du 2 octobre 1955. Une rencontre qui allait s'achever par la première victoire de l'histoire de l'OL à Geoffroy Guichard sur un but du milieu de terrain de l'OL. Ce souvenir que j'ai, il y a eu 2 messieurs, en ce temps-là, ils avaient le béret, avec la petite musette qui cassait la croûte, le saucifon et le petit quilbus. Alors, il dit, oh, Chami, qu'est-ce que tu fous là? Il dit, moi, je regarde. Tu veux un petit canon? Ah, tiens, non. Ben, après ça, je joue. Et c'est là que j'ai marqué le but. Après, lorsqu'on avait fini, il y avait une petite collation, des sandwichs. Et tous, on était ensemble.
On dit qu'il y avait Risbert, c'est tout ça. C'était un derby, mais un derby sain. Pas de... C'est pas tous les derbys que nous avons gagnés, hein, mais il y avait cette convivialité entre les joueurs. C'était comme ça. C'est en fait au cours des années 60 que la supériorité stéphanoise fait surface. Sur les 20 rencontres disputées entre Lyon et Saint-Étienne, les Verts en enlèvent la bagatelle de 11. Bernard Lacombe assistera à quelques après-midi mémorables. Je venais voir les matchs avec mon père. C'était dans les années, j'ai commencé 60. Et bon, j'avais 8 ans. Et je me souviens de derby, de 3 ou 4 qui ont été quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens d'un, ça doit être l'année où l'OL avait la grosse équipe dans les années 63-64 avec Nestor, Angèle, Fleury, Marcel Aubourg, Aimé Mignot, tout ça. Et on avait perdu 5-4 ici. Mais ça restera un truc extraordinaire parce que c'était un match fou. Les années 60, c'est l'heure également des premières corrections, des premières séries de victoires, mais aussi des premières phrases et des premières anecdotes. Il y a eu ce année-là, à l'époque, on avait battu en Coupe de France Annecy à Annecy. Saint-Étienne, c'était sur un match à l'époque. Et on avait gagné 2-0, mais on avait été dominé, archi dominé. Et c'est vrai qu'ils avaient un petit peu joué le béton, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire tous derrière. Et au match retour, M. Genet avait eu une phrase qui avait un petit peu choqué les Lyonnais. Les Lyonnais jouent la carotte. Et j'ai le souvenir que tout le public lyonnais qui était venu avait amené des carottes et lancé des carottes sur le terrain. Quand on est rentré à Gerland, on pensait qu'il y avait 55 000 ou 60 000 personnes et tout le monde avait apporté des carottes. Et on a reçu à notre entrée sur le terrain à Gerland, on avait reçu les carottes, quoi, parce qu'en guise de bienvenue. Donc c'était assez amusant. J'en avais pris une sur la tête, je l'avais ramassée, je l'avais croquée devant les supporters. Ça, c'est des choses qui marquent. On donne toujours des légendes aux très vieux matchs. C'est parce que la légende s'amplifie. Et du coup, on ne sait plus exactement qui avait fourni les carottes, combien il y en avait, c'était un conteneur entier, c'était quoi ce truc-là, quoi. Alors que c'est peut-être 2 supporters qui sont passés au marché de la Croix-Rousse à acheter 2 cagettes de carottes pour les jeter. Donc voilà. Et alors, c'est le temps qui donne la saveur à tous ces matchs. L'imaginaire du derby n'a rien à voir en revanche avec la fameuse saison 69-70. Cette fois, les chiffres sont là pour faire parler l'histoire. En 2 rencontres, la SSE passe 13 buts à l'Olympique lyonnais. D'un côté comme de l'autre, cette double opposition a laissé des traces. Je me souviens parce que j'ai joué en levée de rideau avec les cadets de l'OL à l'époque. Ça avait été un moment, c'était terrible. C'est resté quelque chose de gravé dans ma mémoire parce qu'on en a parlé pendant des années et des années. Alors certes, aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Mais de tels cartons dans un derby, ça reste mémorable parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça. On a filé une petite correction aux Lyonnais chez eux, 7-1. Mais là, c'est parce qu'on avait été vexés de la part de certains joueurs lyonnais qui nous avaient un petit peu, pas chambrés, mais disons un petit peu sous-estimés parce qu'on avait battu le Bayern Munich au match retour 3-0 chez nous le mercredi. On jouait les Lyonnais quelques jours après, 4 jours après. Et ils avaient dit de toute façon on va les manger parce qu'ils vont être cuits avec les prolongations qu'ils ont jouées contre le Bayern, ils vont être cuits. Et on s'est fait une raison, puis on s'est fait un devoir de dire on va leur montrer quand même qu'on est capable d'aller les battre chez eux. On savait que même si on était fatigué, on avait la joie de jouer et puis on jouait juste à cette période. Et ce jour-là, tout nous a réussi aussi, il faut aussi prendre le contexte. C'est vrai que ce jour-là il pleuvait beaucoup, c'est vrai qu'il y avait un terrain boueux et on a gagné 7-1. Et c'est vrai que j'avais marqué ce jour, je crois, 2 ou 3 buts. Que ce soit le centre avant, on est marqué parce qu'on a marqué des buts. Et le gardien de but, malheureusement pour lui, il s'en souvient parce que c'est vrai que pour lui, c'était une purge, quoi. C'est vraiment jouer contre... Et puis, je pense que pour Yves, jouer contre Saint-Étienne, ça devait être une sinécure, je pense. S'il y a un trou de souris, vous voulez vous y mettre et puis ne plus en sortir, quoi. Je crois qu'il fallait quand même se rendre à l'évidence. Si Saint-Étienne nous battait à ce moment-là, c'est parce qu'ils avaient une équipe qui était vraiment au-dessus de toutes les autres équipes, quoi. Et donc entre joueurs, il n'y a pas tellement d'animosité, mais c'est vrai quelque part, quand vous prenez 7 buts chez vous, à domicile, ça fait mal. Quand au match retour, vous en reprenez 6, après vos 6e, je quitte le terrain, donc... il en est fait qu'ils n'ont pas marqué plus de 6 buts, donc, mais sinon j'allais quitter le terrain.
À l'issue de cette fameuse saison 70, la SSE enlève son 6e titre de champion de France. Le fossé ne cesse de se creuser entre les deux clubs. Symbole de cette marée verte qui s'empare de la région, cette phrase lancée par Roger Rocher, le président des Verts de l'époque. Ce joueur avait dit, bon ben écoutez, Lyon c'est toujours la banlieue de Saint-Étienne pour du football, quoi. Donc voilà, c'était lui, mais il fallait le prendre comme ça. Hein. Et moi, nous on le prenait comme ça parce qu'au départ on disait il faut arrêter de balancer des vannes comme ça parce que c'est nous qui étions sur le terrain. Hein. Donc, mais bon, il fallait le prendre en rigolant, je pense que tout le monde l'avait pris comme ça. C'est vrai que c'était la capitale du foot régional parce que Saint-Étienne était en avance sur tout sur le football français et puis sur son voisin. C'est le premier club qui a fait les mises au vert, qui a pratiquement fait des déplacements en avion, qui préparait ses matchs d'une manière particulière. Et Lyon n'était pas du tout dans ce monde-là. Lyon prenait le train corail pour aller à Bordeaux. Si ça se passait bien en guise de récompense, on prenait l'avion, mais ça n'avait rien à voir. Saint-Étienne était à la pointe de la technologie pour préparer une équipe. Et si les deux clubs évoluent alors dans des sphères bien différentes, les joueurs gardent un lien privilégié. Les joueurs souvent étaient issus du club. Et donc à partir de 12, 13, 14, 15, 16 ans, chaque année leur match était Saint-Étienne pour les Lyonnais et vice-versa pour les Stéphanois. Donc ils étaient élevés dans leur histoire, dans leur club, dans cette culture-là du derby. On les a joués cadets, on les a joués en Gambardella, on les a joués en CFA. Puis après, comme on a tous gravi les échelons pour rentrer chez les pros, alors c'était un truc particulier. Moi j'étais à l'armée avec tous les Stéphanois, on était 6. Ils étaient 6 Stéphanois. Et nous, on était 3 Lyonnais, Chiesa, Domenech et moi. Souvent, les joueurs se rencontraient en équipe de France déjà. Donc on parlait déjà de ce derby-là. Donc il y a une bonne préparation déjà avant. On savait qui on allait avoir. Et c'était un match d'hommes parce que le football était rude. Le tacle par derrière était autorisé et il fallait aussi bien surveiller le ballon que l'homme. C'est vrai que Raymond, souvent, il se déplaçait pour prendre la poupée, mais il fallait en être conscient. Mais il n'y avait pas que lui. Hein. Quand vous avez Domenech, Baeza, Milajovic, l'homme, vous aviez quand même du répondant derrière. Donc c'était vraiment costaud comme match. Mais il n'y a jamais eu, et de mémoire, je ne sais pas, mais de mémoire, il n'y a jamais eu de grands blessés entre Derby, Lyon et Saint-Étienne. Il y avait un respect, Ça jouait dur parce que le football, c'est pas un jeu de fillettes non plus. Hein. C'est-à-dire que la notion de rivalité régionale existait déjà, mais Saint-Étienne donnait plus l'idée d'un collectif, d'une force. Et Lyon pouvait gêner Saint-Étienne par ses individualités. C'était le cas parfois dans certains derbys aussi. Dans ces années 70, frappé du sceau vert et blanc, l'OL va signer quelques coups retentissants. Le plus spectaculaire sera réalisé lors d'un 8e de finale de Coupe de France en 1971. On avait perdu 2-0 au match aller à Saint-Étienne. À l'époque, c'était sur aller-retour. Et au match retour, on avait gagné 3-0. Et j'ai marqué les 3 buts. C'est resté des images gravées dans la mémoire. Et quand on voit des photos, on se dit mais c'est dingue, j'ai l'impression que c'était hier. Je reverrai toute ma vie Chauveau porter Dinalo en triomphe. Alors que c'était qu'un 8e de finale de coupe. Hein. Dinalo avait même mis 5 buts, dont 2 avaient été refusés d'une manière complètement scandaleuse, faut le dire. Il n'y avait pas hors-jeu, même du virage sud, il n'y avait pas hors-jeu. Il y avait but. Grâce à ce triplé, Fleury Dinalo se situe encore aujourd'hui au sommet du classement des buteurs du derby en compagnie du Stéphanois Hervé Révelli. Les deux attaquants totalisent 14 buts chacun dans ces confrontations. Et peu de gens savent que ces adversaires de toujours ont pourtant bien failli évoluer sous le même maillot. Quand on a gagné la Coupe de France, j'ai discuté avec le président Rocher à l'époque. Bon, ça s'est pas fait, bon, tant mieux, je suis resté lyonnais et je ne regrette pas. Si le transfert de Fleury Dinalo a finalement capoté, la SSE va tout de même réussir à attirer quelques années plus tard un autre attaquant lyonnais. Lors de l'été 1978, Bernard Lacombe sort d'une saison exemplaire avec l'OL. 24 buts inscrits qui lui ont permis de faire sa place en équipe de France et de participer grandement au maintien de l'OL en première division. Une saison remplie qui sera finalement sa dernière. Bernard Lacombe est vendu à Saint-Étienne pour 2,5 millions de francs, permettant ainsi de renflouer les finances d'un club aux abois. Sans cette vente, peut-être qu'il n'y aurait plus de foot à Lyon. Ça a été un sacré choc. Ils ont, alors pour maquiller l'affaire,
les tractations ont été faites pendant la Coupe du Monde en Argentine. Ce qui fait que la pilule est passée parce que bon, quand il y a l'Atlantique au milieu, évidemment c'est un peu plus difficile d'aller manifester. Quand je suis parti, je suis venu dans le vestiaire. Et quand je suis parti du vestiaire, putain, j'ai pleuré comme un gosse. Il y avait un monsieur qui s'occupait à l'époque des arbitres, qui s'appelait monsieur Mondon. Et quand je suis parti, il m'a dit ça y est, tu t'en vas. Et j'étais dans le couloir. Là, j'avais l'impression que je partais d'abord à l'autre bout du monde. C'était particulier, mon premier derby ici à Gerland, en étant sous les couleurs des Verts. Et je me souviendrai tout le temps, on est arrivé en bus, là. On est arrivé, on longeait le Rhône, on est arrivé vers le Oulin, et qu'on voyait le stade de Gerland. Ça me faisait tout drôle, moi, d'arriver dans ce stade dans lequel j'ai joué pendant tellement d'années. Je suis allé dans le vestiaire, je suis entré dans le vestiaire de l'OL. Puis il y a eu un moment, il y a eu un truc incroyable. Les deux défenseurs centraux, je crois que ce jour-là, c'était Jean-François Jodard et Christophe Desbouillons, qui jouaient en défense centrale. Et il y a un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Va devant. Parce que j'avais rien à faire à leur hauteur. Je me disais, mais je ne savais pas. J'ai assisté à un beau match, parce que j'étais plus près des actions, j'étais bien placé, mais j'étais complètement à côté. Ce départ précipité du chouchou de Gerland contribue à accentuer la frustration des supporters lyonnais, d'autant que le voisin stéphanois continue de briller sur la scène européenne. Les supporters de l'OL ont vécu ça, disons, d'un peu loin, parfois d'un œil un peu détaché. Bon, on disait qu'on ne regardait pas la télé, mais tout le monde la regardait quand même. Sur la grande époque, c'est clair. Parce que les gens qui aiment le foot, voilà. Et puis il y a aussi, on regarde la télé parce qu'on se dit, peut-être qu'ils vont se casser la gueule, là, ils vont pas se qualifier, etc. Donc il y a aussi ce côté-là, très voyeur. On espère que le voisin va se casser la figure quand il joue en Coupe d'Europe. Il y a aussi ce côté-là, quoi. Et Lyon, on regardait Saint-Étienne, bien sûr, avec de loin, quoi, avec de la hauteur. Saint-Étienne paraissait très très loin, très très loin. Le derby va prendre une dimension supplémentaire le 9 septembre 1980. Cette date restera pendant longtemps inscrite dans les manuels du petit footballeur. Fait rare, les deux équipes se partagent alors la première place avant cette 9e journée de championnat. Gerland est plein comme un œuf à l'entrée des deux équipes. 48 552 spectateurs payants et quelques centaines d'autres sur les toits des tribunes et même sur l'horloge. Voici le nouveau record d'affluence pour un match de première division. La SSE bouclera d'ailleurs cette saison 80-81 par un 10e titre de champion de France, symbolisé par cette étoile qui brille désormais sur le maillot vert. Saint-Étienne profite de cette période pour soigner ses statistiques face à Lyon, à l'image de ce succès 4-0 en septembre 81. Ce sont les dernières années fastes du derby. Avec la descente en 2e division de l'OL en 1983, puis celle de la SSE la saison suivante, le derby change de standing. En D2, la domination reste verte, avec notamment un nouveau succès mémorable des Stéphanois en février 85. Saint-Étienne retrouvera finalement l'élite. Après 2 saisons au purgatoire, pour l'OL, la punition sera beaucoup plus longue. Le derby est mis entre parenthèses pendant plus de 3 ans. Autant dire que l'attente est énorme dans les deux camps le 9 septembre 1989. Le retour de l'OL en première division est attendu par toute une région et par un voisin stéphanois bien décidé à conserver sa suprématie régionale. Ce premier match à Geoffroy Guichard est marqué par les déclarations de Raymond Domenech, qui a fait son retour à l'OL au poste d'entraîneur la saison précédente. Il a instauré un petit peu justement le piquant, c'est lui qui a permis à ce qu'il y ait ce piquant. Alors, il a joué sur ça comme il a joué avec l'équipe de France, il s'est amusé un petit peu avec ça parce qu'il savait que ça activait un petit peu les pulsions stéphanoises. C'était une manière aussi de protéger ses joueurs. Donc les joueurs ont pu faire leur match vraiment tranquillement à Geoffroy Guichard, sans être sifflés, puisque tous les sifflets étaient sur Domenech.
Je me souviens d'ailleurs quand il est rentré sur la pelouse, c'était une bordée de sifflets, mais vraiment, il était haï par tout un stade. Et il a fait un petit coucou comme ça. Mais vraiment, la Domenech, tranquille, tout va bien, vous inquiétez pas. Je vous confirme que je n'aime pas ce maillot, mais c'était assez hallucinant, quoi. Les déclarations de Domenech n'ont pas suffi à déstabiliser les Stéphanois. Devant leur public, les Verts s'imposent 1-0 sur un but de Thierry Gros. Le tournant dans l'histoire de ces duels entre Lyon et Saint-Étienne a lieu l'année suivante, le 15 septembre 1990. Mon plus beau souvenir de derby où j'étais pas, c'est derrière ma radio avec Dominique Blanchard. J'avais même l'impression d'avoir été au stade tellement c'était bouillonnant. C'est encore la sonnerie de mon portable d'ailleurs, comme beaucoup de monde, je sais. Oh super sur Laurent Lassagne, et Laurent Lassagne, regardons ce que dit Olivier, à savoir donner sur Aziz Boudarbala, tout seul, oui bien joué sur Ali Bouafia qui n'est pas du tout en jeu, Ali Bouafia qui va s'engouffrer, ah là je le sens le petit coup là, je le sens le petit coup Ali Bouafia le centre, et but de l'Olympique Lyonnais, sur un but de l'Olympique Lyonnais, j'avais dit, je sentais le coup fumant, avec un but contré. Avec un but contré, c'est super. Avec un but marqué par la défense de la... Sur le coup, on fait pas trop attention, mais quand on réécoute l'enregistrement, il commande cette attaque-là comme si c'était le Brésil en 70. C'est ça qui est extraordinaire. Et sur le but, je me souviens avoir hurlé, avoir tout jeté en l'air. Enfin, c'était extraordinaire, quoi, extraordinaire. Ce 9 septembre 1990 restera gravé à jamais dans la mémoire des supporters lyonnais. Un match à part également pour Gilles Rousset, qui disputait ce soir-là son premier derby sous le maillot lyonnais. Tu rentres là-dedans, t'es dans un état second, quoi. T'es prêt pas à mourir pour ce match, mais t'es prêt à faire n'importe quoi. T'es prêt à te transcender, et c'est ce qui se passe, hein. Et c'est ce qui s'est passé ce match-là, hein. J'avais été hyper sollicité, donc forcément quand tu es hyper sollicité, tu arrives à faire quelques bons arrêts, quoi. Et ce match-là restera comme un des grands moments de ma carrière. J'ai le souvenir de voir Mouche Bouafia partir sur le côté gauche et partir dans une chevauchée dont il avait un peu le secret, quoi, avec des grandes enjambées, partir le long de la ligne. Et tout le monde, nous on venait de subir 80 minutes de pression, personne forcément l'avait accompagné. Et apparemment Raymond, qui était pas loin, quoi, sur le banc, lui a dit « N'y va pas !» je crois, parce qu'il était tout seul. Et puis je vois Mouche qui part, qui dribble un mec ou deux et qui s'entre en retrait. Il n'y avait pas un Lyonnais à moins de 30 mètres. Et ce ballon qui ricoche sur le tibia de Sylvain et qui rentre dedans. Et là, la folie pure, quoi. Moi je me rappelle que j'avais fait 50 mètres en sprint pour aller sauter sur Mouche, quoi. Et je me rappelle surtout la joie à la fin du match. On était monté au grillage derrière les cages. Je me rappelle que c'était derrière le but de droite quand tu rentres à Geoffroy Guichard. Les supporters étaient massés là-bas et on avait tous explosé de joie. Et c'était indescriptible. Je suis désolé pour Saint-Étienne, sincèrement, parce que c'est vrai qu'ils ont fait un super match et qu'ils auraient pu gagner le match sans problème. Ils ont 3-4 occasions assez nettes où ils auraient pu faire la différence, mais ils sont tombés sur une équipe, j'irais, en réussite et très très solidaire. C'est un peu comme Robin des Bois, quoi, qui va dérober le trésor du prince Jean. C'est jouissif, quoi, parce que tu voles aux riches pour nourrir un peu les pauvres. À l'époque, Lyon, c'était un peu le parent pauvre du football donc en Rhône-Alpes, et on avait volé les riches, et là c'est un sentiment de là tu voles. Gagner là-bas en milieu entre guillemets hostile avec
30 000 personnes qui sont contre toi, contre ton équipe, contre ce que tu aimes. Et c'est un facteur, il faut le vivre, avec l'amour de son club pour ressentir le bonheur que ça procure. Jouer mon premier derby à Geoffroy Guichard et le gagner, en plus en volant l'ennemi, c'est extraordinaire, quoi. C'est un sentiment de jouissance. C'est des fois c'est encore mieux que d'aller avec une belle gonzesse, quoi. Parce que là tu vas avec tes potes, quoi. Donc là c'est bonheur, quoi. C'est vraiment bon, quoi. Oh, ça devait faire 35 ans que Lyon n'avait plus gagné là-bas. C'est le début aussi des grandes aventures de Lyon, du Lyon contemporain dans ce derby, puisque après Lyon a très peu perdu de derby, a gagné celui-là et on a perdu très peu par la suite. Pour preuve, l'OL va réaliser sa première grande série dans l'histoire du derby en préservant son invincibilité pendant 6 rencontres entre le 25 février 1990 et le 26 février 1993. Un premier pas, car durant cette période, le derby s'équilibre avant tout. La supériorité stéphanoise est sur le déclin et pourtant, les Verts vont avoir un sursaut d'orgueil en marquant les esprits lors de 2 rencontres. Le 26 février 1993, le derby se déplace sur le terrain de la violence. Cette rencontre est marquée par des affrontements entre supporters des 2 camps. Ça a été un match pourri, un match tendu qui a été très violent dans l'après-midi. Ça a été un des derbys peut-être les plus violents qu'il y a eu. On croisait c'était du grand n'importe quoi. Il y a eu des violences dans le stade, le sentiment était assez délétère. L'atmosphère autour du stade, sur le terrain, c'était minable. Saint-Étienne avait résisté, puis était parvenu à marquer, avait obtenu un pénalty en fin de match, je crois, et avait gagné 2-0. Donc c'est toujours une grande joie de gagner chez l'adversaire. Alors j'imaginais surtout à ce moment-là la peine, la frustration que devaient avoir les Lyonnais quand ils en prenaient 6 chez eux à Gerland au lendemain d'un match européen des Verts. C'était l'abattement total. À Gerland, Lyon était tombé dans le panneau, Saint-Étienne avait bien joué, et là c'était vraiment... je pense même d'ailleurs, que Domenech a payé ce derby perdu à domicile. La défaite des fois peut être belle, comme quand on a perdu à Milan. Elle ne peut pas l'être contre Saint-Étienne forcément, mais là à ce niveau-là c'était vraiment le pire. C'est la dernière fois que les Stéphanois viendront trinquer dans les vestiaires de Gerland. Mais avant de se plier pour de bon à la domination lyonnaise, les Verts s'offriront une dernière fête face aux voisins lyonnais. Cette fois, devant leur public, lors d'un festival offensif, le 6 avril 1994. 3-0, là, Lyon avait très bien joué, avait une très belle équipe. C'était l'équipe de Franck Gava, avait très bien joué, s'était fait cueillir. Olmeta avait son numéro 1 là sur le crâne. Olmeta s'était pour l'occasion déguisé en œuf de Pâques. L'OL a bien joué, mais ce sont les Verts qui ont marqué. En seconde période, premier but pour l'AS Saint-Étienne sur un centre d'Étienne Mendy. C'est Pascal Despirou qui ouvre le score. 1-0 pour la SS, qui peut désormais opérer en contre et inscrire un deuxième but grâce à une tête d'Étienne Mendy. L'attaquant stéphanois réalisera le doublé. Olmeta est battu pour la 3e fois, 3-0. Et hommage à l'autre boule à 0 de cette rencontre, Joseph-Antoine Bell, qui disputait son dernier match sous le maillot vert. Il n'y a pas eu photo, on s'est fait bouffer, balader. Je crois qu'ils auraient pu en mettre 6. C'était pareil, donc c'était assez... On est ressorti avec un sentiment un petit peu de honte et de ridicule. Avec cette nouvelle donne régionale et le nivellement des valeurs, le derby est alors au sommet de son intensité. En l'absence encore de reconnaissance nationale, les 2 formations ont trouvé un terrain de jeu à leur mesure dans ces rencontres du derby. En ce milieu des années 90, cette rivalité entre Lyon et Saint-Étienne se déplace inexorablement vers les tribunes. L'absence de plus en plus marquée sur le terrain de joueurs issus du cru pousse naturellement les supporters à prendre le pouvoir dans le derby. Au fur et à mesure des années, il y a de moins en moins de joueurs formés au club dans chaque équipe qui jouent le derby. Donc on va dire que les supporters sont appropriés
ce que les joueurs ne sont plus là. C'est une véritable bataille qui se joue désormais à distance entre les deux clans. Une véritable guerre ouverte à coups de tifos et de banderoles. Chaque derby, chaque performance de l'Olympique lyonnais creuse un peu plus le fossé entre les deux clubs. L'OL change définitivement de galaxie avec l'arrivée en 1999 de Sonny Anderson. Désormais, ce sont deux visions du football qui s'affrontent par messages interposés. Les slogans qui marquent, ce sont les slogans marrants. Parce que on fait tout passer avec l'humour, on fait tout passer, même si des fois ça peut être très très limite. Il y avait je me souviens, un synthé, un truc avec il fallait bouffer le lion, un truc méchant, un truc bouffer les tous, ou j'aime pas trop ça. Alors on a eu cette fameuse banderole sur les mineurs et le cinéma là, qui avait fait énormément de mal, qui avait engendré des excuses publiques du maire de Lyon au maire de Saint-Étienne. C'était trop, on peut pas faire sur des banderoles du racisme social, du truc, ça n'a pas de sens. Alors ça veut être méchant, mais pour moi, être à la mine, c'est aussi important qu'inventer le cinéma. Donc moi, ça me dérange pas, mais ça montrait vraiment bien, effectivement, la différence entre les deux villes. Quand c'est à ce niveau-là, le message, il me dérange pas. Quand c'est il faut les niquer, il faut les bouffer, j'aime ça, je trouve que ça sans intérêt. Mais bon, j'ai trouvé ça déplacé. Peut-être parce que mon père était mineur, bon, mais je crois que ce genre de choses, c'est pas le. Je n'ai pas envie d'y accorder beaucoup d'importance parce que c'est pas ce qui restera dans l'histoire des derbys. Je peux comprendre que ça choque. Pierre Desproges qui disait on peut regarder tout mais pas avec tout le monde. Si on n'était que 40 000 ultras dans le stade, il n'y aurait pas eu de souci. Il n'y aurait pas de souci. Après, c'est vrai, effectivement, on peut parler de mauvais goût, Moi, je ne parlerai pas de dérapage parce que c'est la passion qui engendre tout ça. Et ça pas forcément. Le but n'est pas forcément d'appliquer ce qui est écrit ou de choquer à outrance, mais peut-être emporté par la passion, on tombe des fois dans l'excès. Que ce soit un derby ou n'importe quoi d'autre, quand il y a autant de passion, tu auras forcément quelques personnes qui vont exprimer leur passion ou leur haine en passant à la violence. Sachant quand même que le derby dans Saint-Étienne, c'est pas PSG Marseille. Tout est fait pour que la majorité des gens qui soient là, même s'ils s'insultent, même s'ils se chambrent, même s'ils s'aiment pas, en restent là. C'est dans ce contexte fort que déboulent deux personnages clés de l'histoire du derby. Deux gardiens de but, deux joueurs formés à l'AS Saint-Étienne. Grégory Coupet, né en 1972 au Puy-en-Velay. Jérémy Janot, né en 1977 à Valenciennes. Ils n'étaient pas forcément destinés à prendre position, et pourtant, ils vont tous deux être happés par cette rivalité régionale dès leurs premières années de formation chez les Verts. Deux gardiens de but, amis dans la vie, si proches sur le terrain, qui vont pourtant se retrouver séparés par la frontière du derby. En décembre 1997, Grégory Coupet commet l'irréparable en s'engageant avec l'Olympique lyonnais. Son accueil à Gerland sera glacial. À l'époque, j'ai paralysé de ce que c'était comme de faire le passage d'un club à l'autre. Et que c'est vrai que mon arrivée a été spéciale. Où je me souviens à l'époque, c'était plus la configuration des entraînements de maintenant, c'est que les supporters étaient vraiment au bord du terrain. Et j'avoue que je me suis fait insulter copieusement. Le stade était tagué, et moi qui n'ai pas spécialement de mémoire, je me souviens bien de tout ce qui était marqué. Rejeté par une partie des supporters lyonnais, Grégory Coupet va recevoir un accueil spécial pour son retour à Geoffroy Guichard sous les couleurs lyonnaises en novembre 1999. Je me souviens qu'ils avaient fait même une marionnette où j'étais pendu, ils avaient fait une chanson, enfin, je m'attendais pas à ça, ouais, parce qu'en plus, surtout que quand j'étais à Lyon, j'ai jamais craché Saint-Étienne, j'ai toujours dit, je suis fier d'avoir été formé à Saint-Étienne, donc je pense n'avoir jamais dénigré l'image des Verts, ce qui pouvait être en plus quelque part pour moi mal calculé, parce que ne pas dire quand tu viens d'arriver à Lyon que tu rejettes pas Saint-Étienne, c'est un peu
un peu paradoxal et surtout difficile à faire comprendre. Jérémy Janot a tissé également un lien particulier avec le derby. Si ces rencontres ne lui ont jamais souri, il est imprégné à jamais par ces chaudes ambiances face aux voisins lyonnais. Ah, tu sens le stade à part. Quand je rentre à Lyon, tu sens une hostilité, tu vois. C'est ça, tu vois, c'est des moments que tu aimes quand tu rentres sur les terrains. Et voilà, tu sens que pendant 90 minutes, t'es l'ennemi, quoi. J'adore. Je sais quand je vais rentrer à l'échauffement, tu sais quoi, et même il faut un peu que je me canalise parce que quand je vais rentrer à l'échauffement, je sais que je vais prendre, tu vois, je vais prendre tout ça dans la figure et moi j'adore, quoi. Quand il me chambre, tu vois, je dis pas que je le sens ce respect, tu vois, mais je me dis putain, il m'accorde quand même beaucoup d'importance, tu vois. Il y a 11 verres, mais c'est moi qui en prends plein la pipe, quoi, tu vois, donc quelque part c'est gratifiant, mais c'est bien parce que j'essaye de... Je suis quelqu'un de nature, je joue pas un rôle. Et voilà, bon, c'est vrai que je suis marqué vert et qu'ils peuvent pas faire autrement, ils peuvent pas m'applaudir, ils m'applaudiront jamais. Jérémy Janot a rendez-vous pour la première fois avec le derby le 21 décembre 2000 sur la pelouse de Gerland. Comme souvent dans sa carrière, son équipe luttera jusqu'au bout avec ses armes du moment. Mais comme souvent dans sa carrière, la défaite et la frustration seront à l'arrivée des 90 minutes. J'essaie de me consoler, mais j'y arrive pas. Je dois ressentir ce que ressentaient les Lyonnais quand ils venaient dans les années 70, où les Verts étaient au sommet et voilà, ils écrasaient tout. Là, la tendance à inverser. Durant ces années 2000, l'OL est sur une autre planète. Tout réussit à cette équipe emmenée par son maestro Juninho. Les titres s'accumulent et cet OL-là est irrésistible. Un match vient symboliser cette domination lyonnaise. C'est ce fameux derby de 2004, je crois. Lyon a pratiquement perdu le match à 5 minutes de la fin. 2-1 pour Saint-Etienne. Et puis il y a ce penalty. Je savais que Juninho n'avait jamais loupé un péno. Et je lui arrête. Et il la remet derrière et là j'explose. Cette image de Janot qui fait un fameux kung-fu là, qui casse quasiment son poteau. C'est une photo qui est légendaire, qui est une des photos de légende de toutes ces aventures du derby. Donc oui, c'est fabuleux ça. Je me dis, putain, t'es le premier à lui arrêter, et finalement ça rentre, quoi. Et là, en fait, je voulais tellement évacuer cette rage que c'était le poteau, quoi. Même moi, quand je revois le geste, je me dis, mais t'as un grain, mon petit. Puis après, Govou qui lâche les chevaux. Voilà, là oui. J'ai rien contre les Verts, mais là oui. Ça, c'est un des grands moments en tant que journaliste, parce qu'en plus, évidemment, quand ça arrive à 5 minutes de la fin, vous refaites tous vos papiers de A jusqu'à Z, quoi. En quelques secondes. Donc vous passez un peu de la déception, on n'a pas fait ce qu'il fallait, ça devait arriver, et puis cette équipe est formidable, c'est magique, vive le football, quoi. Des défaites, de la frustration. Pour Janot, il y aura même une humiliation. Ce 30 avril 2006, lors de son arrivée au stade, le gardien stéphanois n'imagine pas qu'il va vivre dans quelques heures l'une des plus sombres soirées de sa carrière. Janot avait lancé quelques jours plus tôt les hostilités en annonçant son désir de porter à Gerland le maillot du Milan AC qui venait à peine d'éliminer l'OL de la Ligue des Champions. Pour chambrer, tu vois, pareil. Et là, le président Aulas avait été très très malin en disant ouais, mais j'ai peur que si Janot mette le maillot du Milan,
que ça crée des tensions, qu'il y ait des bagarres et des blessés. Et s'il y a des blessés, il en sera responsable. Donc une fois qu'il avait dit ça, je ne pouvais plus me permettre de mettre le maillot parce qu'il suffisait qu'il y avait un mec qui se casse la gueule dans Gerland, ça me serait retombé dessus. Donc ça avait été très malin de sa part. Et quand on a vu les Lyonnais peints, tout ça, Eli Bopp m'a dit tu mets le maillot, on s'en fout. Et on devait avoir l'accord des dirigeants à l'époque et on l'a pas eu. Qu'ils fassent la fête quand tu es champion, tu peux pas. Ça, voilà, si un jour ça s'inverse, on ferait pareil. Mais c'est vrai qu'avec Greg, je l'avais senti pas à l'aise. Là, j'avoue que j'étais gêné, moi. Là, j'avoue que sur ce coup-là, tu as les réflexions, te dire comment ça va être interprété. Après, il ne faut pas se rater non plus. Donc, c'est s'imposer aussi une pression supplémentaire par rapport à un événement qui a une place importante dans le cœur des gens. Il fallait l'assumer. Je crois qu'à ce moment-là, il fallait être très costaud pour oser faire une chose comme ça. Maintenant, si on le prend le côté Stéphano, les gens ont dû se dire qu'ils ont un manque de respect énorme. Ce n'était pas le cas. Je pense que c'était une euphorie qui était aussi légitime quand on regarde la période. Et c'est vrai que ça ajoutait un truc supplémentaire. Je crois qu'en même temps, les derbys, c'est ça. Il y a un peu de provoque, il y a un peu de tout ça. 4-0 avec ce but de Benoît Pedretti. À un moment donné, je voulais prendre un rouge. J'ai dit non, je ne peux pas rester. Mais ça aurait été un aveu de faiblesse. Voilà, franchement, j'avais. Là, c'est vrai, j'avais le bout. Là. Je voulais prendre un rouge. Mais après, je me suis dit, c'est pas l'image du sport que j'ai, quoi, tu vois. Faut pas pour mes enfants ou quoi, et voilà, tant pis. J'en ai pris 4. Le derby, ce petit match entre meilleurs ennemis, a bien changé depuis son galop d'essai en octobre 51. Des matchs, des souvenirs, des hommes, des supporters, un lien étroit entre deux clubs à l'amour vache. Est-il aujourd'hui la panacée seulement de quelques supporters nostalgiques ou a-t-il su puiser dans son histoire pour vivre avec son temps? Un match de joueurs, un match de supporters, le derby comme un héritage. Est-ce qu'on peut quelque chose contre le talent? Benzema a beaucoup de talent, il y a eu Juninho aussi. On souhaite qu'à Saint-Etienne, il y a des joueurs de talent qui puissent faire la différence. Le derby, c'est ça, c'est ces gens qui parlent du derby avec amour, avec envie, avec passion. C'est pas un match comme les autres. Tu vois. Et franchement, dans ma carrière, d'avoir connu ça, franchement, c'est un plus, quoi, tu vois. Plus tard, quand je raconterai à mes enfants, tu vois, ces matchs-là, quand je l'amènerai au stade, tu vois, ça. Le mec qui est sur le terrain, c'est à part, c'est pas, tu vois.